Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CF3D pour une nouvelle vidéo sur le dessin et plus particulièrement sur Krita, logiciel de dessin gratuit dont vous avez simplement besoin d'une tablette graphique et de dessin. Et maintenant, on s'attaque à la troisième voiture. On avait fait la Mustang, la Camaro, puis maintenant c'est la Plymouth Superbird 1970. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette voiture-là? C'est pas compliqué, elle est née à une époque où la guerre de l'aérodynamisme était ouverte. On a compris à cette époque-là qu'il était très intéressant d'avoir une voiture aérodynamique pour réduire la consommation d'essence et fendre l'air. C'est pourquoi Dodge lance la Dodge Charger Daytona, une voiture modifiée avec un nez allongé et un immense aileron arrière. L'objectif est simple, améliorer la stabilité, la vitesse sur les ovales rapides. Les résultats sont immédiats. À Daytona, la Plymouth domine. La Superbird est donc en quelque sorte une réponse directe à la Charger. Ok, je me suis trompé sur ce que je viens de lire, j'ai lu lire trop vite. Quand la Charger est arrivée sur le marché, de Plymouth qui ont voulu répondre avec la Superbird. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris un Plymouth Roadrunner, puis ils ont ajouté le nez de canard que vous voyez. Ah, bonjour whisky. Espèce de vilain chat, il s'assied sur mon dessin. Oui, je fais un pré-enregistrement. Fait que, désolé, mon vilain chat s'est assis directement là où je travaille. Bon, en attendant, c'est pas grave. Le temps que je trace mes lignes. Et c'est un tannant chat. Il se met tout le temps là où j'ai besoin de travailler. Mais c'est pas grave. Il est gentil, il est pas méchant. Fait que c'est là que, en fait, la Plymouth, à l'époque, il faisait le Roadrunner, puis il participait au NASCAR. Plymouth, aujourd'hui, ça n'existe plus, malheureusement. Bon, on va descendre whisky parce que j'ai besoin. Dis bonjour, toi, à la caméra, petit whisky. Regardez ça, espèce de minou. Miaou, chat, miaou. Allez, à terre. Je disais, Plymouth, concurrent direct avec Dodge, ils ont sorti la Superbird pour compétitionner au NASCAR. Puis les résultats ont été incroyables. Deux éléments les plus marquants. Le nez allongé, bien entendu, l'aileron arrière très élevé, monté sur deux supports verticaux. Ces choix ne sont pas esthétiques au sens classique, ils sont dictés par l'aérodynamisme. Le nez réduit la traînée et l'aileron stabilise la voiture à haute vitesse. Selon plusieurs analyses, ces modifications permettent d'atteindre et de dépasser les 200 mph, soit 320 km/h, en conditions de course NASCAR. En 1970, atteindre ces vitesses-là, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est un peu moins spécial, mais quand même, c'est toujours impressionnant. Un détail intéressant, la hauteur de l'aileron n'est pas arbitraire, elle permet notamment d'ouvrir le coffre sans interférence, ce qui montre bien que le compromis constant entre usage réel et contraintes techniques. Sous le capot de la Superbird, plusieurs moteurs disponibles, tous orientés vers la performance. On a le V8 440 Super Commando, puis on a le V8 440 6 barils, 6 barrel, 3 carburateurs double corps, puis on a le V8 426 EMI, la version la plus extrême. Ce que je trouve particulier, c'est qu'ils ont réussi à faire un moteur plus petit, mais plus performant. On y reviendra si ça donne. Le moteur EMI est annoncé à 425 chevaux, ce qui en fait un des moteurs les plus puissants disponibles dans une voiture de production à l'époque. Comme souvent dans les années 1960, ces chiffres sont à prendre avec prudence, mais ils donnent un ordre de grandeur du positionnement de la voiture. Ces informations-là viennent de motortrend.com. Production et réalité commerciale, un point essentiel, la Superbird n'a jamais été conçue pour être un succès commercial classique. En fait, ce qu'ils ont fait avec la Superbird, ils ont répliqué l'idée de ce qu'ils ont fait dans le groupe B avec la Lancia. On produit une voiture pour la course, puis on la commercialise sur le marché. C'est sûr que le design atypique, l'utilisation peu pratique au quotidien, le prix relativement élevé. Plymouth, quand ils ont sorti la Superbird, c'était pas pour faire... il fallait attirer l'attention.
Bien entendu, sur la piste, la Superbird remplit très bien son rôle à la star de la route. Elle est notamment associée à Richard Petty, l'un des pilotes les plus emblématiques de la NASCAR. Petty revient chez Plymouth en 1970 après un passage chez Ford, précisément parce que la marque développe la Superbird pour rester compétitive. Grâce à son aérodynamisme, la voiture est capable de maintenir des vitesses élevées sur les longues lignes droites des ovales. Elle contribue à une période où les voitures de NASCAR atteignaient des niveaux de vitesse qui vont rapidement inquiéter les autorités. Si on savait aujourd'hui ce que c'est devenu une NASCAR, je pense pas que ça les aurait inquiétés plus que ça. Mais bref. En performance, on voit... Ces performances vont d'ailleurs mener des changements de réglementation. En 1971, la NASCAR limite fortement les moteurs et met fin à l'ère des aérocars comme la Superbird et la Daytona. Malheureusement. Une voiture entre deux époques, la Superbird arrive à un moment très particulier. D'un côté, elle représente l'apogée de la liberté technique de 1960, peu de restrictions, recherche des performances brutes, innovation rapide. De l'autre côté, elle précède une période de transformation majeure, normes de sécurité, réglementation des émissions, réduction progressive des puissances. Moi, ce que je trouve ironique, c'est qu'ils ont fait une voiture très aérodynamique pour réduire la traînée, puis ils ont réussi. Ce qui est triste, c'est qu'ils n'ont pas vu l'intérêt de la Superbird plus que ça, qu'ils ont vu « Ok, c'est un véhicule ultra performant ». Mais t'aurais mis un kit aérodynamique comme ça sur la plupart des muscle cars sur le marché, puis il aurait réduit la consommation d'essence de voir 2 ou 3 litres au 100. Je crois. À prendre avec des pincettes cette information-là, je suis pas aérodynamicien. Une reconnaissance tardive. Malheureusement, aujourd'hui, la perception de la Superbird est complètement différente. Ce qui était vu comme excessif ou étrange en 1970 est maintenant considéré comme unique. La voiture est devenue une pièce de collection recherchée, un symbole aérodynamique appliqué au muscle car, l'un des rares véhicules qu'on peut classer d'aérodynamique chez les muscle cars de cette époque-là. Quand même, il fallait le faire. Un exemple rare de lien direct entre la compétition et la production. Certaines versions, notamment avec le moteur EMI, atteignaient des valeurs très élevées aux enchères, mais au-delà du prix, c'est surtout son caractère atypique qui le rend important dans l'histoire automobile. Conclusion, la Plymouth Superbird n'est pas une voiture conçue pour plaire à tout le monde, c'est une voiture conçue pour répondre à un problème précis, aller plus vite en NASCAR. Ben oui, on fait pas une voiture pour que monsieur, madame, tout le monde soit en sécurité, on fait pour aller à la course. On réplique exactement les mêmes problèmes que Lancia, Audi et tous les autres fabricants automobiles en groupe B. Mais du côté américain, c'était la NASCAR, il y a juste Plymouth. Ça explique pourquoi il n'existe plus aujourd'hui. Bon, fin de la parenthèse. C'est une voiture conçue pour la NASCAR. Elle n'est pas plus polyvalente, ni la plus discrète, ni la plus accessible, mais elle est cohérente dans son intention. Et c'est probablement ce qui explique pourquoi encore aujourd'hui, elle reste aussi marquante. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous avez tous écouté le film. Là, les Français vont adorer les bagnoles. Où est-ce que t'as le King que t'entends son moteur ruger durant la première course? Qui est une très belle représentation du véhicule. La Plymouth Superbird, là, c'est un bijou de performance pour son époque. Puis atteindre 320 km/h en 1970, on a encore des voitures de nos jours qui ont de la misère à atteindre 240 km/h. Fait que, très bel job de ce côté-là, hein, pour vrai. La Plymouth, je trouve que c'est un beau véhicule, c'est un très beau jouet, mais t'as toujours la contrainte de t'es pris avec des V8, tu bois comme pas possible, t'as un véhicule que t'as littéralement, comme ma copine dirait, un panier à linge en arrière qui est gigantesque. Fait que t'imagines-tu sur la route, ouais, désolé, ton véhicule passe pas, pourquoi ton aileron va arracher en arrière? Et t'imagines-tu tous les problèmes qu'ils ont dû rencontrer les propriétaires pour ça? Oh, le bordel! Mais bon, t'avais un V8 de 400 forces dedans. Puis, dans la vie de tous les jours, je suppose que l'aérodynamisme devait aider un tout petit peu. Pense-y, quand t'es sur l'autoroute, c'est des longues lignes droites.
t'as pas beaucoup de virages, puis t'en as pas besoin de beaucoup non plus. Fait que là, t'as un véhicule aérodynamique qui a une bonne appui au sol grâce à l'aileron arrière. Ça peut être intéressant. Mais s'il faut le comparer avec les chiffres qu'on paierait aujourd'hui une Superbird Plymouth, je crois que ça l'avoisinerait, convertir aujourd'hui, les 100, 200, 300 000 $. Juste la voiture de cette époque-là, s'il fallait la moderniser aujourd'hui, je sais pas de quoi elle a l'air. Hein. On pourrait demander à l'IA, mais je pense que l'IA, elle en fait déjà beaucoup. Beaucoup. Fait que, qu'est-ce que je pense, moi, de la Plymouth? Qu'est-ce que je pense de ce véhicule-là? C'est une aberration visuelle. Où est-ce que tout le monde avait des voitures carrées? Eux, ils ont fait du zèle sur l'aérodynamisme, puis ça a marché, parce que ça a donné le ton sur, je crois, pas mal toutes les futures générations. T'as la Corvette, qui était très aérodynamique pour l'époque, si je me trompe pas. Je vais juste aller vérifier. Corvette 1970. C'est ça. T'avais la Corvette qui donnait le ton, qui, pour ceux qui ont été voir la Corvette 1970, très aérodynamique, très arrondi. Puis honnêtement, c'était pas une erreur de faire ça comme ça. Je pense même que la Plymouth, s'ils avaient misé un peu plus sur la suspension pour la route, et réduit le prix en mettant un 6 cylindres, voire non pas un 4 cylindres à cette époque-là, c'était pas assez efficace, mais il aurait mis un 6 cylindres, et il aurait baissé le prix, il aurait enlevé l'aileron arrière puis se concentrer juste sur l'aéro pour fendre l'air. Ça aurait fait une voiture sans doute confortable à rouler, puis économique dans le principe où est-ce que l'aérodynamisme de la voiture aide la voiture à réduire sa consommation et être plus efficace. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo-là ne sera pas faite en accéléré, ce sera en temps réel, parce que j'ai découvert que je m'en venais à dessiner plus vite. Est-ce que c'est un plus beau dessin? Je vous laisserai juger à la fin de la vidéo. Puis, qu'est-ce que je pense de Plymouth? Je vais aller voir quand est-ce que Plymouth a fermé. Plymouth. Fin de la compagnie. Quand est-ce qu'ils ont arrêté? Plymouth, ils ont arrêté en 2001. Fondé... Ok, ça appartenait à Chrysler. Puis, en 2001, ils ont arrêté. Dernier modèle, la gamme était réduite au Néon, Voyager, Breeze puis Prowler, et le projet PT Cruiser a finalement été transféré sous la marque Chrysler. Ok, fait que la marque Plymouth, d'après moi, c'était... l'idée de la marque Plymouth, c'était justement d'avoir une marque de compétition en NASCAR. Ça ferait du sens, comme ça, de Chrysler qui vendent leur voiture. Puis de Dodge qui appartenait pas à Chrysler à ce moment-là. À préciser, c'est arrivé, je pense, en 2004-2005, l'achat de Dodge par Chrysler. Puis honnêtement, Plymouth a fait des belles voitures. Elle a fait de très belles voitures. On a parlé d'un véhicule, si je me trompe pas, je vais revoir mes notes. La Plymouth c'était une base. Ouais, ça. C'est ça, c'était une base de Roadrunner. Ok, fait que Plymouth. Roadrunner. C'est ça. Fait que la Plymouth Superbird, c'était l'évolution du Roadrunner, qui était un véhicule familial de performance, mais pour le budget. Vous imaginez combien que ça coûte un Roadrunner aujourd'hui en bon état? Très cher. Trop cher. Trop cher. Mais honnêtement, c'était plutôt correct pour l'époque. Vous imaginez si vos parents conservent leur voiture de l'époque, combien que ça vaut aujourd'hui? Je dis pas qu'il faudrait retourner dans le futur puis scraper leur moment, mais c'est intéressant pareil.
Fait que j'ai plus grand chose à parler en ce qui concerne. C'est ça, j'ai pas grand chose à parler en ce qui concerne Plymouth. C'est une marque qui a fermé, que Chrysler a décidé de mettre la clé à la porte. Puis qu'est-ce que je pourrais dire sur ce sujet? C'est que c'était des beaux véhicules performants. Fait que c'était littéralement les TRD de Toyota, mais chez Chrysler, c'était la marque de performance pour Chrysler. Puis ils avaient très bien marqué l'époque, à un tel point que ils ont obligé la NASCAR à changer le règlement. Je me demande c'est quoi, qu'est-ce que la Plymouth a forcé en fait? Ah oui, c'est vrai, ils ont réduit la grosseur des moteurs. Fait que je pense qu'ils roulaient quoi, avec des 8 le V8 EMI, c'est un... Ok. V8 EMI Super Bird. Oui, je fais mes recherches en direct. C'était un 7 litres. Ah! NASCAR 1971. Nouvelle réglementation moteur. C'est ça. Oh wow, ok. À cause de la Superbird, ils ont décidé de passer des 8 litres aux 5 litres. Grosse baisse de performance, hein. Fait qu'on est passé de 8 litres de cylindrée, ce qui fait des énormes moteurs bien bruyants, à 5 litres de cylindrée, moteur tout aussi bruyant, tout aussi performant, mais ça leur a permis de faire une réduction de vitesse de pointe de 320 km/h. En fait, j'ai le sentiment que ça n'a pas changé grand-chose. Quand tu as un véhicule très aérodynamique, même si tu as une perte de puissance, ça ne t'enlèverait pas la capacité de pousser autant. Surtout quand tu as des V8 de l'époque qui faisaient au moins 300 chevaux. C'était intéressant. Fait que là, la Superbird, c'est un véhicule qui est apparu et disparu très vite. Il l'a fait, si j'en vois le véhicule est apparu pendant 3 ans. Puis si on regarde sur le marché moderne, combien il se vend de Superbird? Superbird 1970 à vendre. Je trouverais ça cocasse. Une Plymouth Superbird et une collection légendaire, blablabla, souvent vendue entre 200 000 et plus de 1,5 million US. J'imagine tous les mononcles qui avaient acheté cette voiture-là puis qui l'ont vendue sans doute pour 10-20 000 parce qu'à l'époque ça se valait comme ça. À quel point il doit se dire quelle erreur j'ai faite. Mais c'est compliqué de savoir qu'un véhicule devient iconique comme ça. Bon, après, il y avait quelques indices. Changer la réglementation d'une type de course. Faire développer une voiture spécifique pour un domaine spécifique qui est unique. Déjà que la marque Plymouth était très appréciée à l'époque. Fait que oui, il y avait quelques moyens de savoir que ça allait se vendre bien. Il y a d'autres moyens qu'ils disaient peut-être que ça allait pas si bien se vendre. C'est les classiques que tout le monde voulait. Ça sonnait fort, ça crachait de l'essence dans la gueule de tout le monde. C'était un véhicule très convoité. Puis honnêtement, on le regarde aujourd'hui, puis il était bien fait. Je sais pas si Chrysler, c'est une marque qui va mal en ce moment, mais sincèrement, ils ont fait une belle job. Ils ont fait une sacrifice de belle job. Je trouve ça dommage. Plymouth. Connexion suspecte a été... Le blog auto. Ok. Plymouth avait fait une belle job. Je sais pas l'intérieur si c'est beau par contre. J'en ai aucune idée. Mais une chose est sûre. Le véhicule était réussi et a fait en sorte qu'il a gagné des courses. Puis pas des petites courses, des courses renommées. C'est
C'est un exploit, à mon avis. C'est un bel exploit. Parce qu'il n'y avait aucune garantie, là. Ça aurait pu se transformer en catastrophe, cette affaire-là. Puis ça s'est bien passé. Fait que j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, partager la vidéo. Je suis en train de finir de dessiner les roues. J'ai toujours la difficulté avec les dessins de roues. J'ai l'intention de sortir 2 à 3 vidéos par semaine, tout dépendamment du temps que j'arrive à mettre en montage. Est-ce que les dates vont être prédéterminées? Pas spécialement. Ça va aller au jour le jour. Je vais faire de mon mieux pour que ça se suive correctement. En ce qui concerne le projet, je suis en train de magasiner des carcasses de voitures, principalement des voitures électriques pour les composants d'aluminium que je pourrais pas usiner parce que je n'ai pas l'équipement pour. Ma copine m'a surpris en train de magasiner des épaves. Elle pense que je vais ramener ça à l'appart. Peut-être, on sait pas encore. Non, je vais juste rapporter des pièces, mettre ça dans des boîtes, puis attendre que la folie passe. Puis je vais les nettoyer, les polir, les repeinturer, je vais faire un gros entretien, inquiétez-vous pas pour ça. Puis j'ai l'intention d'acheter des lunettes caméra qui vont me permettre justement de filmer tout ça. Le démontage, quand je vais aller chez Camillo Paul, j'ai l'intention de tout faire le nécessaire pour vous permettre d'assister à la création de la voiture tout au long de l'achat des pièces. Je vais commencer par acheter des pièces à la cour à scrap, puis je vais monter mon châssis autour des pièces que je vais acheter. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile à dimensionner, ça va être plus facile à travailler, ça va être plus facile partout, ce qui va être important à suivre. Puis j'ai l'intention toujours de mettre un moteur d'RS V4 dedans. Ça, c'est pas négociable. Puis j'ai l'intention de mettre un moteur électrique. Mais j'hésite à mettre un moteur électrique de Tesla, Model S, qui fait 400 force, ou un moteur plus petit, moins énergivore, pour me permettre de mettre des moins grosses batteries dedans. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous préférez que je fabrique une mini-fusée, ou si vous voulez que je m'attaque à un autre projet. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!